Qu'en est-il du BIM en matière de rénovation? C'est maintenant ce que nous allons voir avec trois intervenants et intervenantes, Juliette Léard, Jean-Baptiste Coutenceau et Nicolas Valette. Je vous les présente. Juliette Léard est actuellement à la direction des bâtiments de la métropole de Bordeaux, mais au moment du projet que nous allons évoquer, elle travaillait pour le Crédit Agricole. Jean-Baptiste Coutenceau est facilitateur BIM. Et puis Nicolas Valette est BIM manager et architecte aussi. Alors on est dans un contexte de centre-ville, à Bordeaux, où il y a un ancien chai qui trône au milieu de la ville. C'est un bâtiment de pierre et de structure métallique qu'a acquis le Crédit Agricole, la banque. En effet, le chai se situe entre le pont Chaban et la cité du Vin. Il est vraiment à proximité immédiate de la construction du nouveau siège social du Crédit Agricole d'Aquitaine, donc juste à côté. Et donc c'était un bâtiment que le Crédit Agricole a acquis en termes de patrimoine pour répondre à des besoins en termes de surface et pour enrichir également leur patrimoine immobilier. Alors autant le siège qui est construit à côté, je crois c'est du neuf, autant là c'est de la rénovation et se pose la question de mener cette rénovation avec l'outil BIM. Quelle est l'impulsion qui fait que vous dites on va faire ça avec du BIM ? Alors déjà, en tant que maîtrise d'ouvrage, on a eu la chance de faire la construction du siège donc avec Villemotte tout en BIM, donc full BIM, de la conception à l'exploitation. Et c'était un projet pilote en construction neuve. Et là, l'opportunité du chai, c'était de faire ce même projet pilote, mais en réhabilitation. Et on s'est rendu compte vite de la valeur verte des bâtiments avec toutes les certifications et les labels. Et on s'est rendu compte de la valeur digitale d'un bâtiment. Et donc comment dans une rénovation, on faisait également du BIM. Et le fait de faire 2 projets pilotes en construction neuve et en rénovation, ça nous a permis de capitaliser sur l'expérience. Et notamment sur le projet du chai, on a mis par exemple un nouvel acteur autour du BIM qu'on n'avait pas fait pour la construction du siège. C'était le bureau de contrôle. Alors, Nicolas Valette, dans quel état vous récupérez le bâtiment ? Le bâtiment, on récupère un ancien chai. Donc il y a, pour faire simple, on a 4 murs en pierre. Je sais pas si vous avez quelques images à faire défiler. On a 4 murs en pierre, on a une toiture, on a une charpente qui a une certaine forme d'importance, qui est ici d'ailleurs. Ce que vous voyez là, c'est pas un croquis, hein, c'est le nuage de points de la charpente. On récupère tout ça dans l'état où il était, c'est-à-dire assez mauvais. Mine de rien, cette charpente-là, on va prendre le parti de la conserver, quitte à refaire la toiture. Et finalement, le reste du bâtiment, il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y avait une dalle de premier étage, un peu de structure, mais finalement pas grand-chose. C'était un grand bâtiment vide. Et donc à partir de là, on prend le parti effectivement de le modéliser l'état des lieux. Voilà. Et puis après, on part sur un cheminement BIM qui va nous permettre finalement de suivre les différentes étapes du projet, tout à partir de la maquette. Et alors, les premières étapes, c'est déjà d'effectuer les relevés avec les nuages de points, c'est ça C'est ça. En fait, au départ, on avait, alors là, retour d'expérience, au départ, on avait juste un plan 2D d'un géomètre, et puis on s'est assez vite aperçu que pour modéliser de la maquette BIM assez pointue, c'était insuffisant. Donc on a fait des compléments de relevés au niveau de la charpente, parce que cette charpente, on a pris le parti de la conserver. On a fait plusieurs simulations. Est-ce qu'on la garde pas, parce qu'elle était ancienne, il y avait quand même un cachet sur cette charpente-là. On a pris le parti de la conserver, et on a aussi pris le parti de faire passer les réseaux à l'intérieur, et c'est là que la maquette BIM prend tout son sens. Ça nous a permis de faire pas mal de simulations, comment on fait passer les réseaux, comment on fait passer les gaines à travers une charpente existante qui en plus s'était affaissée avec le temps, et c'est là que le nuage de points était intéressant. Et on s'est aperçu que finalement cette charpente que vous voyez ici, enfin ces fermes que vous voyez ici en jaune, elles n'étaient pas au même endroit, à la même altimétrie dans le bâtiment, et c'est grâce au relevé de nuage de points et donc à la modélisation des fermes de la charpente qu'on a pu s'apercevoir que finalement les réseaux qu'on avait fait parfaitement droits au premier coup, finalement ils n'étaient pas droits, ça montait, ça descendait, et donc grâce à la maquette BIM on a pu faire des simulations, on en a fait beaucoup d'ailleurs, pour pouvoir préparer tout ça, ce qui a permis en fait de faire une phase assez importante de conception. Et d'ailleurs je rejoins ce que disaient les intervenants précédents.
sur le fait que on a passé pas mal de temps sur la phase conception, mais on a eu beaucoup de problèmes, mais on les a eu sur la maquette et pas sur le chantier. C'est vrai qu'on avait fait ça a cogné de partout au début. Donc on a fait plusieurs tests avec les différents les BET, et finalement une fois qu'on a eu bloqué tout ça, une fois que ça passait sur la maquette, bah finalement sur le chantier on a eu assez peu de dissonance, et au final ça a plutôt bien marché. Donc oui, là clairement le BIM a été un plus. Vous connaissez la phrase qu'on entend beaucoup sur les chantiers, c'est ah oui mais il a fait n'importe quoi. Souvent, quand on arrive, il y a quelqu'un qui est passé avant, puis l'artisan suivant dit oui, non mais là, je peux pas faire. Il a fait n'importe quoi. Donc là, on passe plutôt le a fait, on remonte un peu dans le temps et on peut anticiper un peu ces difficultés. C'est ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'ajustements sur le chantier. Il y a toujours des ajustements chantier, surtout sur la grosse réno comme ici. Il y en a eu, mais à chaque fois qu'on a eu des ajustements, on a fait remonter l'ajustement sur la maquette. On a vérifié avant d'intervenir que ça marchait bien, parce que c'est bien joli de dire je déplace une poutre, mais peut-être que ma poutre là ça passe bien, mais peut-être que ma poutre elle remonte 10 mètres derrière et elle va taper sur autre chose. Donc on vérifiait sur la maquette que ça passait bien, et à ce moment-là on remettait à jour les plans, on le renvoyait aux entreprises, et les entreprises avaient des plans recalés en temps réel. Donc la maquette elle évoluait même pendant le chantier aux différents ajustements de la vie du chantier. Et vous avez vécu ça comment, Juliette Léard, le fait que vous avez suivi toutes les étapes, donc vous avez arbitré Je pense que quand un maître d'ouvrage fait un projet pilote, il doit s'impliquer à 400%, surtout avec l'équipe qu'on avait montée. On avait vraiment une construction et une démarche de monter tous en compétences. Et sur la construction de ce chai, on était en lots séparés. C'était il y a quand même quelques années. On s'est vraiment posé beaucoup de questions de comment également accompagner l'ensemble des entreprises et pas les exclure dans leur montée en compétences du BIM, tout en gardant leur qualité intrinsèque d'entreprise et pas les exclure. Donc oui, non, je pense qu'on a eu une belle réussite de ce côté-là. Et donc vous avez pris un assistant à maîtrise d'ouvrage spécifiquement pour le BIM, ça a été le choix? Tout à fait, oui. Je pense que pour chaque maître d'ouvrage, à moins qu'il soit un très grand expert dans l'ensemble de ces domaines, il doit s'acquérir de compétences. Et donc, on a renouvelé l'expérience, notamment avec GRBIM, donc avec Jean-Baptiste qui est ici, qu'on avait eu pendant la construction du siège, de renouveler l'expérience en rénovation sur le chai. Sans lui, on n'y serait pas arrivé. Alors, l'ensemble des acteurs. Votre rôle, Jean-Baptiste Coutenceau, donc vous êtes facilitateur BIM. GRBIM, c'est une entreprise bordelaise qui s'est donnée comme vocation de faciliter le recours au BIM. Oui, alors au tout départ, notre mission quand on est arrivé, c'était vraiment de permettre à toutes les entreprises potentiellement non sachantes en BIM, en lot séparé, de pouvoir faire du BIM sur le projet. Donc au départ, l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, dans quelle mesure on identifie ceux qui savent faire du BIM, dans quelle mesure on peut accompagner celles qui savent moins en faire pour leur dire, ou les rassurer même de, ok, le BIM, c'est pas juste, il faut tout modéliser, c'est pas forcément, il faut faire des plans d'exé en modélisation 3D, mais plutôt en fonction des lots, identifier et mettre en place du BIM adapté pour le final, qui était le BIM gestion, exploitation, maintenance, le fameux BIM GEM. Donc, au fur et à mesure de l'expérimentation ou du projet pilote, on a pu accompagner les entreprises, les rassurer. Alors il faut se rappeler qu'on était avant Covid. Donc du coup, la question du numérique était quand même beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. C'était il y a 3 ans ou 4 ans, mais en fait, ça donne l'impression que c'était il y a 10 ans du point de vue technologique. Et au fur et à mesure où on avançait, il y a eu effectivement la partie AMOBIM où on construisait finalement aussi une partie du cahier des charges. Les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvé et AMOBIM et facilitateur BIM. On était finalement à la fois les gens qui pouvaient mettre en place ou accompagner les entreprises dans la mise en place de la donnée et ceux qui pouvaient identifier quelles données mettre en place pour quel lot. Donc ça, c'était plutôt très confortable parce qu'on a vraiment essayé de faire un travail avec les entreprises pour leur demander mais qu'est-ce que vous pensez mettre en termes de données dans la maquette qui peut être intéressant pour le BIM GEM ou pour la restructuration ou le renouvellement de vos ouvrages d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors en neuf, on a des surprises, on a toujours des surprises dans le bâtiment, mais en rénovation, les surprises sont encore susceptibles d'être plus nombreuses, Nicolas Valette. Quand on se lance sur un projet comme celui-ci, on en découvre tous les jours, comme on dit. Oui, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert sur le chantier.
quand on a démoli, quand on a cassé des choses. On a eu beaucoup d'ennuis sur la maquette, mais finalement assez peu sur le chantier. Et les choses qu'on a découvert, on les a reportées de suite sur la maquette. Et on s'est aperçu que plus on tardait à reporter sur la maquette, plus effectivement ça partait en cascade et on pouvait avoir de plus en plus de problèmes sur le chantier. Alors même que si on reporte immédiatement sur la maquette, qu'on refait un petit coup de moulinette et qu'on revérifie, on a des plans à jour et on évite les problèmes transverses, les problèmes qui peuvent arriver à côté d'une modification. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit souvent sur le chantier. On bouge un truc, on se rend pas bien compte qu'il va y avoir d'autres impacts qu'on n'avait pas calculés à ce moment-là. Un alignement d'un meuble qui viendra beaucoup plus tard, un réseau, quelque chose qui passera pas. Et donc ça, c'est vrai que là, on voit la maquette, par exemple, de la synthèse des différents lots. Le fait de pouvoir dire à un moment, si je décale un tuyau, est-ce que je vais bien passer entre les pannes, par exemple, du premier étage au niveau du plancher poutré lourdi, est-ce que je vais pas taper dans une panne ou taper dans quelque chose? Ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait vivre le chantier tout au long de son déroulement. Donc, on a même changé des diamètres de gaines, enfin pour pouvoir passer. C'est remonté jusqu'à la précision des fournitures. Oui, quoi. oui. Là, quand on a fait la maquette qu'on voit ici, là, ce que vous voyez, c'est la synthèse des lots. Comme l'a dit Juliette tout à l'heure, on était en lots séparés, donc ça veut dire que chaque lot. La quasi-totalité des lots ont fourni une maquette IFC. Alors pas tous, comme on disait tout à l'heure, le peintre va ne pas nous fournir une espèce de croûte qu'on mettrait sur un mur, ça n'aurait pas de sens. Mais la grande majorité des lots ont fourni une maquette. Alors cette maquette, d'ailleurs, elles ont été soit directement modélisées par l'entreprise qui savait le faire, dans le cas de la partie exé. Donc en l'occurrence, c'était le plombier et l'électricien qui avaient en interne la compétence de savoir le faire. Et pour les autres lots, eh bien ils sont passés par GRBIM. Ils ont envoyé tout simplement leurs divers documents et les documents ont été modélisés par Jean-Baptiste qui m'a renvoyé du coup les maquettes IFC ou des fois des maquettes Archicad, parce que là il y a d'autres problématiques, notamment de représentation qui rentrent en jeu quand on fait de l'interopérabilité et qui ont permis d'avoir cette maquette de synthèse. Et donc à partir de là, on a fait beaucoup d'études sur la maquette et finalement on a eu peu de surprises sur le chantier. Alors, ça veut dire que ça change aussi la répartition du temps sur un projet. Jean-Baptiste Coutenceau et Juliette Léard, je pense que vous avez dû le constater aussi. C'est-à-dire que on perd du temps, entre guillemets, on passe du temps plus qu'on en perd d'ailleurs au départ, et pour éventuellement en récupérer. Alors, cette image, je voudrais qu'on s'arrête sur cette image. Elle est intéressante parce qu'on voit d'un côté la maquette et de côté la réalisation. À gauche, c'est la maquette BIM donc, qui vient d'Archicad, et à droite, c'est le projet réalisé. Donc on voit qu'effectivement, il y a assez peu de différence. Entre les deux, je vous laisse chercher les ajustements qu'il y a eu. Il n'y a même pas d'ailleurs d'erreur, il y a des ajustements. Effectivement, le luminaire n'a pas forcément la même dimension ou la grille de ventilation. Mais vous voyez qu'on a quand même fait un gros travail en amont qui fait qu'on a parfois du mal à voir la différence entre la maquette et le projet final. Et donc, il faut passer plus de temps au départ. Ça, il faut passer plus de temps pour avoir moins de problèmes pendant la réalisation. Et Jean-Baptiste Coutenceau, pour le BIM... Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille passer plus de temps. C'est là où on a besoin d'avoir peut-être dans les nouveaux projets en termes de retour d'expérience une répartition des temps sur les phases de conception, notamment en phase LOAMOP. On pourrait imaginer finalement accorder un peu plus de temps sur la partie APS, APD, le temps de monter toute la maquette, et diminuer le temps du pro parce que finalement avec les logiciels 3D on gagne quand même du temps sur la phase pro dans toutes les notions de modification des projets. Après, là où je tiens aussi à préciser un élément, c'est sur la partie chantier. Donc nous, on est arrivé sur la partie chantier. Et là, ce qui était intéressant, c'était aussi de se dire, pour gagner du temps, qu'on n'a pas remodélisé la totalité de la maquette architecte, bien entendu. On a remodélisé les éléments qui avaient une nécessité de remodélisation. Donc par exemple, on a remodélisé la couverture du bâtiment qui avait une structure assez spécifique et hétérogène en fonction des lieux dans le bâtiment parce qu'ils étaient plus ou moins chauffés, donc ils avaient plus ou moins d'isolation, etc. Et la maquette Archicad de l'architecte était insuffisamment détaillée pour avoir un BIM GEM efficace derrière. Donc là, on a pris le parti de dire on va remodéliser ça. Par contre, sur la partie cloisonnement intérieur, on parlait du placo tout à l'heure, là on a adapter finalement la maquette architecte en faisant les modifications pour être conforme au tel que construit. Et puis il y a d'autres éléments comme les portes ou les choses comme ça où on a tout à fait laissé la modélisation architecte sans y toucher, juste rajouter de la donnée parce qu'en fait la maquette était suffisante et était conforme pour un BIM GEM efficace.
On se retrouve aussi avec des problèmes d'interopérabilité, mais là qui sont liés à des problèmes techniques de maquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans à peu près n'importe quel logiciel BIM, c'est difficile de dissocier la porte du mur parce que généralement, la porte est dépendante du mur. On prend à peu près n'importe quel logiciel de modélisation. Ou alors on est dans de la modélisation libre. À ce moment-là, c'est plus du BIM, c'est du Rhino, c'est du 3ds Max. Mais si on reste en BIM, généralement, ils sont liés. Et c'est vrai que c'est compliqué de demander à une entreprise de nous envoyer les portes séparées de la cloison. Donc ça peut paraître idiot, mais là, c'est un point logiciel qui aujourd'hui a du mal à trouver des solutions. Ouais, puis il y a d'autres soucis. J'évoquais tout à l'heure Christophe Pasquier, là, qui est donc l'électricien sur le projet pour Ineo, qui me disait qu'il y avait quelquefois quand quelqu'un intervient sur cette maquette qui normalement doit être un petit peu au centre des collaborations sur par exemple un mur, en supprimant un mur, là, que ça fiche en l'air tout son travail d'électricien. Il y a Jean-Baptiste Coutenceau, vous rigolez parce que c'est un exemple que vous avez dû, je pense, accompagner. C'est loin d'être parfait. Il y a encore des petits. Alors c'est loin d'être parfait. Alors il y a ce cas sur ce projet-là, mais sur les autres projets qu'on peut suivre, c'est un peu la même chose. Alors il y a différents contextes qui font que c'est loin d'être parfait. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre la notion d'interopérabilité et la notion de collaboratif. Et effectivement, du point de vue technique, quand on va insérer des maquettes en IFC dans son propre logiciel, etc., on va avoir des objets qui ont ce qu'on appelle un GUID, qui est un identifiant unique. Et on va pouvoir lier finalement des objets de l'électricien, par exemple, sur un mur spécifiquement. Si demain, moi, en tant que plâtrier, je supprime mon mur pour en créer un autre juste à côté, au lieu de décaler ma cloison, quand l'électricien va réimporter ma maquette, mon mur premier n'existe plus et le nouveau mur, il le connaît pas. Donc effectivement, son travail va sauter. Parce qu'il y a eu cette problématique de continuité. Et c'est là où, justement, en tant que retour d'expérience, ce qui est important ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, est-ce que c'est une problématique de compétence de l'humain? Est-ce que c'est une problématique de formation de l'humain, que ce soit celui qui a supprimé le mur ou celui qui avait mal positionné les éléments électriques? Ou est-ce que c'est une problématique logicielle qui fait qu'en fonction de l'interopérabilité, des transferts, des transformations, on n'a pas fait le bon chemin pour arriver au bon résultat? Ou est-ce que, de toute façon, en l'état de la technologie, on ne peut pas faire mieux? Voilà. Alors Christophe Pasquier n'est pas absent parce qu'il est fâché, c'est parce qu'il change d'entreprise là. Donc il m'a quand même dit qu'il y avait ce problème-là. Il m'a aussi dit que sur ce projet-là, ils avaient passé plus de temps finalement dans l'entreprise Ineo qui a fait l'électricité, quasiment sur l'étude que sur la phase chantier. C'est-à-dire que il y a quand même vraiment du temps supplémentaire. Je sais pas si c'est vraiment du temps supplémentaire. Dans notre cas, nous, là, je parle de retour d'expérience de l'architecte. On a passé beaucoup de temps sur l'APS, APD, mais c'est vrai que le DCE, finalement, ça a roulé tout seul parce qu'on a fait quelques ajustements à la marge en fonction des retours des entreprises, mais finalement, on n'a pas beaucoup plus travaillé. On a beaucoup travaillé dans les premières phases amont. Après, il y a un autre élément qui est pas évident, je dirais, c'est l'évaluation du temps passé à faire du BIM. Quand on fait un devis, quand on doit dire combien de temps on va passer, c'est pas évident. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect modélisation. Alors là-dessus, les architectes sont peut-être un peu plus aisés parce que ça fait comme longtemps qu'on modélise. Mais savoir combien de temps je vais modéliser un bâtiment à partir d'un nuage de points, sachant que j'ai pas forcément le nuage de points au moment où je fais l'évaluation, c'est pas évident. Et puis après, il y a l'injection de la donnée. Combien de temps je vais mettre pour rentrer 1500 données dans une maquette? Ça dépend. Est-ce que c'est 1500 portes que je sélectionne d'un coup et je mets une donnée, c'est fait rapidement. Est-ce que c'est 1500 éléments différents dans lesquels je vais mettre 1500 données différentes? Là, c'est plus le même temps. Donc effectivement, évaluer à sa juste valeur aujourd'hui un temps passé à faire du BIM de manière globale, c'est pas évident parce qu'on a assez peu de recul. Et donc effectivement, nous, ça nous est arrivé sur le chai effectivement de sous-évaluer le temps passé parce qu'on a passé effectivement beaucoup de temps. Alors on en est content parce que même si on a passé plus de temps que prévu, on a appris énormément de choses sur le BIM qui d'ailleurs aujourd'hui nous servent chez RDA pour le retour du chai nous facilite aujourd'hui le travail sur les projets qu'on fait aujourd'hui. Mais effectivement, la première fois, c'est jamais évident et même les fois suivantes, c'est pas toujours évident d'évaluer le temps passé. Et vous, Juliette Léard, faut le dire aussi aux personnes qui sont au-dessus de vous, en hiérarchie, qui expliquez ce qui fait qu'on n'a pas encore commencé les travaux, par exemple. Oui, on doit justifier en effet parce qu'on a un planning global avec une réception. C'est un élément crucial pour la maîtrise d'ouvrage. Et sur le chai, en fait, le planning dérapait complètement en phase conception. Et donc, on a fait le pari de se faire confiance mutuellement. De passer plus de temps pour régler notamment tous les clashs. On a fait plein de réunions sur les clashs. Moi, j'ai appris plein de choses ce jour-là, ces jours-là, et de finalement que ce temps investi à faire du travail finalement plus qualitatif en phase conception, se retrouver en phase construction et finalement au global, sur la globalité du planning, on était équivalents.
Donc en effet, c'est une répartition du temps qui est différente et il faut savoir se faire confiance en disant on va mettre plus de temps mais finalement on va le gagner après en phase exécution des travaux. D'ailleurs, cet aspect réunion de synthèse BIM à l'époque, c'est quelque chose qui a énormément surpris les entreprises et les BET parce qu'ils n'avaient pas cette habitude-là. Et pour rebondir à ce que disaient nos intervenants précédents sur le temps passé effectivement en amont, il y a aussi de nouvelles tâches qui sont pas forcément toujours comprises. D'ailleurs, pourquoi est-ce que subitement mon plâtrier il doit venir à une réunion de synthèse BIM? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lui, ce qu'il sait faire, c'est poser des plaques, c'est monter dans son travail de plâtrier. Mais cette phase-là, ce truc-là, c'est nouveau pour lui. Et on peut comprendre effectivement que pour un plâtrier, pour n'importe quel lot, on apporte de nouvelles étapes dans la conception qui n'existaient pas avant. Et c'est vrai que dans certains cas, ils ne comprenaient pas forcément qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, qu'est-ce que c'était cette histoire de collision, de détection de clash. Et donc parfois, effectivement, on a souvent dû faire beaucoup de preuves de pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, faire du BIM, c'est aussi faire de la pédagogie, sans quoi, effectivement, certains acteurs peuvent être un peu perdus dans le processus que le BIM impose aujourd'hui en termes de nouvelles étapes. Sachant que le bâtiment est quand même au cœur de beaucoup d'enjeux, d'évolution, il y a aussi cette question de la performance énergétique des bâtiments. Est-ce qu'on peut connecter les deux ? Oui. On peut connecter les deux dès lors qu'on met les bonnes informations à l'intérieur de la maquette. D'ailleurs, cet après-midi, j'anime la table ronde sur l'interopérabilité. On va en parler de la RE 2020. Oui, effectivement, le fait de rentrer un certain nombre de propriétés dans les différents matériaux et d'envoyer ça vers un BET peut tout à fait faire un calcul carbone et des choses comme ça autour de la maquette. Il n'y a pas de problème particulier. Jean-Baptiste Coutenceau ? Oui, sachant quand même qu'il ne faut pas oublier que la question du bilan carbone n'est pas que la question du calcul énergétique ou déperdition énergétique du bâtiment. Il y a aussi la question du réemploi qui va se poser de plus en plus, de la déconstruction. Et en fait, la modélisation BIM ou le BIM en général va clairement permettre d'avancer sur la fameuse T2E pour pouvoir aller sur justement quelque chose de plus vertueux dans le bâtiment. Parce que maintenant on est sur effectivement la performance énergétique du bâtiment, mais aussi l'utilisation moindre de matériaux. C'est E+, c'est moins selon les nouvelles préconisations de l'ADEME. C'est-à-dire faire attention aussi qu'on fasse quelque chose qui est performant énergétiquement, mais sans aller consommer trop de matériaux ou des matériaux qui sont délétères pour l'environnement. On est sur le cycle de vie du bâtiment et sur le cycle de vie du matériel et des matériaux du bâtiment, effectivement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du BIM GEM. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages de votre côté ? Donc on a comme tout à l'heure des micros si vous le souhaitez intervenir. Pierre Mitt veut intervenir du cabinet Mitt. Je pense que le BIM, il faut l'associer à la notion de coût global. C'est-à-dire que, comme on dit, je mets plus d'isolant sur mon toit pour consommer moins d'énergie, donc je déplace la dépense, et dans la conception, on le voit aussi, c'est la même façon, c'est-à-dire qu'on fait en amont un travail beaucoup plus important, et d'où la détection des clashs, parce que c'est plus facile de bloquer un ingénieur, un bureau de contrôle, un maître d'ouvrage autour d'une maquette que sur un chantier où en fin de compte tout le monde est là à se regarder et il faut faire venir un compresseur parce que il faut percer la poutre. Voilà. Donc je pense que l'anticipation, c'est pas forcément qu'on dépense plus d'argent, mais on dépense l'argent à des moments différents et à des moments où c'est plus important de le faire. Je vais me permettre une petite parenthèse que je faisais dans l'univers du numérique avec un réalisateur de film. Je suis désolé, j'ai pas prévu de parler de ça. On va penser que c'est hors sujet. Dans le cinéma, les cascades et les films qu'on voit, les films d'action, c'est fait en numérique d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent énormément de temps à dessiner, à faire... c'est amusant parce qu'on les décrit souvent comme des artistes et on voit que le monde de l'entreprise, finalement, finit par copier les artistes intermittents du spectacle. Là, c'est des entreprises américaines, d'effets spéciaux, donc on est loin d'être dans le cliché de l'artiste intermittent du spectacle. Mais simplement, savoir qu'au cinéma, les scènes de cascade sont souvent numérisées avant parce que, évidemment, ça coûte moins cher de travailler avec 3 informaticiens et de rentrer dans les logiciels les données de poids de la voiture, etc., que quand il y a 120 personnes sur le tournage. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle, mais ça me fait penser à ça. On peut faire un parallèle avec ça, mais on peut aussi faire un parallèle entre ce qui se passe dans le numérique, dans le bâtiment aujourd'hui, avec le monde des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on commence à prendre conscience de la 3D dans le bâtiment, on peut aussi s'inspirer de tout ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo avec quelque chose en termes de déplacement ou en termes de réalisme de plus en plus pertinent, en termes de texturage de plus en plus pertinent, ce qui va nous permettre aussi de mieux comprendre les bâtiments. C'est-à-dire qu'il n'est pas aujourd'hui question de faire un jeu vidéo de nos bâtiments, et encore que pourquoi pas, mais en tout cas s'inspirer de cette technologie qui a pris de l'avance pour servir au quotidien de la construction.
D'ailleurs, en parlant de l'esthétique, tout à l'heure, les intervenants précédents parlaient du fait que, effectivement, la maquette BIM vue dans un viewer, bah oui, c'est moche, on va pas se mentir, hein, c'est pas très beau. Néanmoins, il faut quand même rappeler que dans la majorité des cas, les architectes vont quand même se servir de la maquette BIM pour faire de la prévisualisation et de la présentation client. Ça veut dire que dans le cas du chez, effectivement, si vous regardez les images, vous pouvez remonter les images qui étaient tout à l'heure, c'était bien. Les maquettes numériques issues directement d'Archicad sont pas forcément super jolies, mais ces images-là, on les a ensuite envoyées dans des logiciels de traitement d'images qui nous ont permis d'avoir une meilleure qualité graphique. Et donc à partir de là, effectivement, dès qu'on faisait un changement sur la maquette du chez pour X raisons, parce que l'entreprise avait fait ci ou ça, automatiquement on renvoyait dans notre logiciel de traitement d'images, et du coup les images qu'on en sortait étaient en cohérence avec l'avancée du projet. Donc effectivement, la maquette BIM, ça ne doit pas être, ça n'est pas que des choses techniques, c'est aussi des choses esthétiques. Après, ça pose des questions parce que la maquette que vous voyez là, par exemple, vous voyez, elle est bariolée de couleurs. La vraie question, c'est comment est-ce que moi, je reçois des maquettes IFC bariolées de couleurs en tous les sens, parce que le rouge, ça veut dire que la poutre est porteuse, le vert, c'est qu'elle l'est pas, etc. Et comment ça, je le convertis en faisant une image d'ambiance, parce qu'évidemment, en vrai de vrai, les poutres, elles sont pas rouges et bariolées. Donc ça veut dire que derrière, sans toucher à la maquette, aux maquettes qu'on m'envoie, parce que c'est pas mon rôle de BIM manager de faire ça, j'ai pas le droit de toucher aux maquettes. Comment je viens maquiller tout ça pour en faire des images de présentation? Là aussi, il y a un sujet qui est pas évident. Le sujet de la représentation ou de l'extraction des visuels d'une maquette BIM, c'est un vrai sujet. Par exemple, je disais tout à l'heure avec Jean-Baptiste, on a échangé beaucoup en IFC, mais on a aussi parfois été obligé d'échanger en format natif, en format Archicad. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand mon menuisier m'envoie un escalier en IFC, c'est tout bête, hein, mais un escalier en IFC, l'IFC aujourd'hui, il sait pas gérer l'affichage d'un escalier. C'est-à-dire que au rez-de-chaussée, je suis censé voir les premières marches, une barre et des pointillés, et puis à l'étage supérieur, je suis censé voir l'escalier entier. Ça, c'est la manière dont le dessin technique d'architecte représente un escalier. Vous prenez une maquette IFC, elle sait pas faire ça. Donc là, il y avait des problématiques de représentation parce que moi, j'ai extrait tous les plans évidemment de la maquette, et donc c'est effectivement importer des maquettes IFC qui sont pas du tout pensées pour du plan, mais qui sont pensées que pour de la volumétrie et de la donnée, et en extraire des plans exploitables qui correspondent au code du bâtiment qui était là bien avant le BIM. C'est un vrai enjeu, c'est des vraies questions sur lesquelles on s'est pas mal penché. Comment sortir des plans exploitables par des entreprises pour construire à partir d'un amoncellement de maquettes qui sont pas pensées pour de la 2D? Là, il y a un vrai enjeu de connexion et d'interopérabilité. Comment maquiller tout ça pour que tout ça soit pertinent? Ça, c'est des questions qui ont été compliquées et que parfois l'IFC n'a pas su, auxquelles l'IFC n'a pas su trouver réponse, et on a été parfois obligé de passer directement par un format natif. Question de votre part ou remarque, monsieur? Oui, bonjour, Dominique Demey, Bimadi. Est-ce que vous avez prévu ou fait un DOE numérique? Et est-ce que ce DOE numérique, vous l'associez en discussion avec le Facility ou le Property qui va gérer ce bâtiment, et en particulier sur le suivi des labels énergétiques ou développement durable que vous avez évoqués? Alors oui, enfin la finalité pour un maître d'ouvrage sur le BIM, c'est la gestion, exploitation et maintenance. C'est important sur toutes les phases parce qu'on voit la plus-value que cela engendre, notamment en phase d'exécution. Mais quand on voit que 75% du coût du bâtiment est en exploitation, on a tout dit. Donc pour un maître d'ouvrage, nous on était gestionnaire exploitant, donc on n'était pas dans le property management que vous avez évoqué, parce qu'on est propriétaire de nos bâtiments, mais on était vraiment dans cette logique, puisqu'au fur et à mesure du cycle de vie du bâtiment, vous avez plein d'acteurs. Et on va dire que l'acteur qui reste sur tout ce vie, c'est le maître d'ouvrage. Vous avez le programmiste, l'architecte, la conception, la réalisation, les entreprises. Et après, vous avez le tourniquet des exploitants. Donc, à peu près tous les 4 ans, vous changez d'exploitant. Donc, en fait, votre maquette numérique et votre DOE numérique, il évolue également tout au long du cycle du bâtiment. On a on va dire le DOE as-built tel que construit. Et après, on a le DOE tous les 4 ans, on va dire qu'il sera remis par l'exploitant tel que exploité. Et quand on est vraiment dans ce cycle de vie du bâtiment, on est par rapport à la plus-value du BIM, notamment pour un maître d'ouvrage. D'ailleurs, vous l'avez déjà dit également, on n'est pas dans la ressaisie et dans la recherche d'informations. Enfin, pour un maître d'ouvrage, chercher ses plans. Pour vous dire actuellement où je suis à Bordeaux Métropole, on les cherche.
Et également sur la ressaisie de l'information. Enfin, ça, c'est du temps passé qui est vraiment primordial. Et puis ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, sur des bâtiments, ça coûte vite cher d'aller rechercher l'information. Hein. Tout à fait. Pierre évoquait le coût global. On est vraiment dans la gestion du coût global. En effet, on met plus d'investissement au départ et dans la gestion, mais 75% du coût du bâtiment, on a tout dit. Et quand on est dans une gestion digitale de son bâtiment, alors le BIM est nécessaire mais n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit en lien avec la GMAO et la GTB sur la vision du GEM du BIM. Mais on est vraiment dans cette vision-là. Ce qui a été mis en place, effectivement, c'est à la fois une grande réflexion entre le mainteneur et l'outil qu'il allait utiliser justement en BIM GEM pour être sûr que les maquettes qu'on allait produire en amont puissent rentrer dans l'outil. Donc là, il y a eu, pendant quelques mois avant la réception du projet, on a vraiment eu cette discussion-là pour être sûr que l'outil allait bien prendre la donnée qui allait bien et avec le format qui va bien. On a également travaillé, je le disais un peu tout à l'heure, avec les entreprises pour savoir dans quelle mesure la donnée qu'on avait imaginé mettre en place en tant qu'AMOBIM était pertinente ou non. Parce qu'en fait, le mainteneur s'occupait surtout de la donnée technique du point de vue réseau, c'est-à-dire plomberie, CVC, etc., et électricité, mais finalement très peu de la donnée architecturale. Alors là, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir une partie de données architecturales sur les portes, sur les cloisons, etc., et je me rappelle notamment à un moment donné qu'on avait estimé 2-3 données à mettre en place sur la partie extérieure du bâtiment, c'est-à-dire sur le harpage en pierre autour des baies. C'était un harpage qui était neuf avec des pierres qui venaient de carrière, etc. Et grosso modo, on n'avait pas mis grand-chose comme données parce qu'on ne voyait pas forcément trop l'utilité. Et en fait, l'entreprise que j'avais questionnée m'avait dit, mais en fait, il y a une donnée que vous ne mettez pas et qu'il faut absolument mettre, qui est finalement le lieu d'extraction de la pierre. Parce que en fonction des carrières, on va pas avoir la même pierre, la même couleur de pierre, et en fonction de l'année à laquelle elle est extraite, ça va aussi différencier la pierre. Et donc du coup, on a rajouté cette donnée dans la maquette en disant, ok, si lui il en a besoin pour réintervenir dans 3 ans parce qu'il y a une pierre qui a eu un problème ou etc., il aura l'information qui lui va bien en fait. Et donc c'est ce travail-là qu'on a mis en place dans la maquette, et bien entendu en lien avec tous les objets en fonction de tous les lots, on a mis des liens URL qui dirigeaient vers des dossiers ou vers des PDF pour nous amener à l'information du DOE numérique complet, donc avec les PV coupe-feu, avec les plans de localisation aussi par exemple, parce que sur les portes on avait l'organigramme des clés, on avait le plan de localisation des portes, etc. Et donc quand on cliquait sur une porte, on pouvait aller se rediriger vers ces plans globaux là. Juliette Léard et puis ensuite Hervé Noyon. Oui, par rapport au DOE du mairie qui suit le cycle de vie du bâtiment, ce que dit Jean-Baptiste, c'est important de ne pas se cantonner pour un maître d'ouvrage à l'exploitation, en fait. La maquette archi, elle doit vivre autant que le bâtiment. Forcément, le bâtiment vit, on va péter une cloison, on va changer. Il faut que la partie architecturale de la maquette vive. Donc ça, c'est important pour le maître d'ouvrage, notamment en plus de la mission qu'il confie à son exploitant tous les 4 ans, de faire vivre sa maquette architecturale. Donc nous, on avait prévu, et c'est grâce à cette grande collaboration qu'on a eue, d'intégrer dans nos préparations budgétaires en tant que maître d'ouvrage la mise à jour de la maquette au niveau architectural, parce que si vous vous cantonnez en fait qu'à la partie maintenance, et ben vous allez plus avoir une maquette telle que exploitée au sens également que le bâtiment vit, et on ne change pas que les ampoules. Hervé Noyon, vous vouliez intervenir? En fait, c'était sur la question du risque, ou plutôt de la maîtrise du risque de surcoût. Parce que quand on dit c'est bien, enfin, on passe plus de temps aux études, en fait, le temps qu'on passait pas aux études assez poussées, on va le retrouver ensuite à gérer ces études qui n'ont pas été traitées en période de préparation ou en début de phase travaux. Et là, il y a un risque de surcoût et de surdélai. Pour le directeur du projet, la direction de projet, eh ben, en fait, la démarche du BIM, ça permet d'abaisser le risque, d'abaisser le coût du risque, parce que ce risque a un coût. Et vous le maîtrisez parce que vous allez faire une pré-synthèse avant de signer les marchés de travaux. Ça, c'est fondamental, et particulièrement en réhabilitation, parce que vous êtes exposé à des surprises. Donc, plus vous traitez ces questions en amont, avant de signer les marchés de travaux, plus vous arrivez à avoir une offre d'ailleurs qui colle mieux
au prix réel que ça va être, et pas une inflation ensuite, et un mécontentement du maître d'ouvrage qui s'est engagé pour l'exploitant. C'est ça vraiment. Parce que donner du temps aux études, c'est le gage d'avoir une opération bien réussie et qu'il n'y ait pas de contentieux derrière. Donc c'est tout à fait normal. Mais le BIM, ça permet de rendre transparent, d'amener de la clarté, et l'architecte et son maître d'ouvrage et les entreprises, parce que ça leur facilite la tâche derrière, travailler avec des choses correctes. Oui, puis il y a des enjeux quand même environnementaux derrière, parce qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, mais parmi la question du réemploi, c'est quand même beaucoup les maisons de particuliers qui passent de main en main, et les maisons d'entreprise, les bâtiments qui passent aussi d'entreprise en entreprise. Donc il y a aussi toute cette question-là. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, Nicolas Valette, avec votre vision d'architecte, que ces maquettes vont changer la donne ou pas dans le réemploi des bâtiments? Est-ce qu'il y a des perspectives de ce côté-là? Alors là, ça pose une autre question sur laquelle on a très peu de recul, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20, 30 ans quand je récupérerai la maquette IFC que j'ai fait aujourd'hui? Parce que l'informatique, ça a une durée de vie assez courte. Et voilà. Alors, est-ce que ça sera comme le PDF? On pourra toujours l'ouvrir et ouvrir un PDF qu'on a fait il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il va vraiment bien s'ouvrir, etc. Là, il y a une autre question, c'est la pérennité effectivement de la maquette. Alors, la donnée, elle, a priori, comme c'est du texte, dans la majorité des cas, ça devrait à peu près le faire. Mais la forme, ça pose des questions. C'est pareil pour les maquettes natives. Aller ouvrir une maquette sur votre propre logiciel qui a 15 ans. Moi, des fois, j'ouvre des maquettes Archicad qui ont une dizaine d'années déjà. Waouh, c'est la fête. Si c'est un truc qui a 20 ou 30 ans, il y a une vraie question là-dedans. Et du coup, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas hiérarchiser un peu les fichiers, c'est-à-dire avoir des fichiers un peu haut de gamme où il y a tous les éléments à l'intérieur, et puis des versions simplifiées, un peu le PDF que vous évoquiez? Je ne sais pas si c'est un problème de contenu, parce qu'une maquette simplifiée peut mal s'ouvrir plus tard. C'est peut-être vers la donnée qu'il faut se tourner, à mon avis, parce que la donnée, elle, a priori, elle reste pérenne. Si je me dis qu'une porte est coupe-feu 1 heure, a priori dans 20 ans elle sera toujours coupe-feu 1 heure parce que c'est un texte. Est-ce que la porte par contre va bien s'ouvrir? Est-ce qu'elle va pas y avoir des défauts de position, de recalage quand je vais l'ouvrir sur une visionneuse BIM dans 20 ans? C'est une vraie question. Et là pour l'instant on n'a pas de recul dessus. Moi, j'ai une réponse en tant que maître d'ouvrage. C'est que, justement, sur la durée du cycle de vie du bâtiment, nous, on avait imposé à l'exploitant, donc tous les 4 ans, qui nous remettent une maquette on était, il y a quelques années, ils devaient nous ramener une maquette numérique avec le dernier logiciel en date, et donc et après le prochain, donc pareil. Une mise à jour en fait régulière. Voilà. Et donc du coup, en fait, cette notion d'expiration, on va dire, de la donnée, en fait, si on l'inclut et si on l'anticipe au niveau des contrats, en fait, elle peut se pérenniser sur 30 ans. Hein. On démousse le toit et on met à jour les logiciels au même rythme. Hein. Quand on demande à un exploitant on lui donne une maquette en 2019, on lui dit tu nous rendras une maquette 2022 mais avec le logiciel 2022. Voilà. Donc il y a les mises à jour régulières. Jean-Baptiste Coutenceau? Oui, je suis assez favorable avec la vision de Juliette, et ce qui permet aussi, quand on est sur un fichier natif qui évolue d'année en année, donc les mises à jour sont moins violentes, mais surtout si on a une problématique de format IFC, donc le format OpenBIM qui change, ça nous permet aussi, avec la nouvelle mise à jour du nouveau logiciel natif, de pouvoir faire un réexport sur l'IFC 7 par exemple, qui sortira peut-être un jour, et qui permettra justement d'avoir une interopérabilité plus grande, d'avoir plus de données qui se transmettent, d'avoir plus d'informations graphiques ou peut-être plus qualitatives du graphique aussi qui se transmettent. Donc je crois que même si aujourd'hui on a des freins technologiques, il faut quand même rester sur une vision utopiste finalement du BIM, utopiste de là vers où on veut aller. Et là où je me permets, de ne pas être trop d'accord avec vous sur la notion d'avoir 2 maquettes, une simplifiée, une non simplifiée, c'est que à un moment donné, on va mettre à jour que l'une des deux. Et donc on va perdre de la donnée sur l'une des deux, sur la mise à jour de la donnée. Il faut être ambitieux. Et à un moment donné, on va plus savoir laquelle est vraiment à jour. Donc il va falloir perdre du temps pour comparer ou retourner voir ce qui se passe. Et donc effectivement, je crois qu'il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux et rester sur un seul élément dont on sait qu'il a été mis à jour régulièrement. Il y a une question sur alors, vous avez peut-être déjà des questions dans la salle. Est-ce que vous vouliez intervenir pour orienter les échanges? Sinon, moi j'ai une question sur la formation. C'est-à-dire qu'au tout début, Juliette Léard, quand vous lancez l'opération, vous avez la volonté d'être encore d'état séparé, et la maturité des entreprises forcément va être différente. Donc comment
on gère cette question de formation? Pour les entreprises, je me rappelle une petite anecdote, bon ça remonte déjà à quelques années, mais elle est assez rigolote. Quand on a fait les entretiens avec l'ensemble des entreprises lors de l'appel d'offres, à un moment donné, j'interroge une entreprise en me disant, pour la maquette numérique, quel est votre niveau de maturité, vous vous sentez à l'aise comment? Et là, il me répond, la maquette, vous la voulez en carton ou en balsa? Ah, bon. Bon, ben déjà, ok. Et l'idée, c'était, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette entreprise-là avait une vraie expertise dans son métier. Et comment, moi, maître d'ouvrage, je n'excluais pas, alors que j'avais un besoin de gestion digitale de mon patrimoine, comment je ne l'excluais pas dans son expertise métier. Certes, elle savait pas faire du BIM, apparemment, elle savait même pas que le mot existait. Mais comment ne pas l'exclure? Parce que moi, l'entreprise, elle m'intéressait par rapport à la qualité de l'ouvrage. Parce que là, on parle, un maître d'ouvrage, une de ses priorités, c'est la qualité de l'ouvrage qui lui est rendu. Et donc, c'est là où on s'est posé la tête, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas non plus énormément de projets en rénovation, notamment en Aquitaine. Comment ne pas exclure ces entreprises? Finalement, cette entreprise, on l'a gardée et on lui a dit, on va vous accompagner dans votre montée en compétences. Et il me dit, mais moi, j'ai pas les logiciels, j'ai pas les moyens, et j'ai pas les personnes compétentes, j'ai pas la formation. On peut ne pas avoir l'envie ni la culture d'ailleurs, numérique. Tout à fait. Il était là. Moi, je veux bien faire votre projet, je vais vous faire du bon travail. Mais par contre, le BIM, je peux pas. Et donc, moi, j'en avais besoin dans ma gestion future. Et donc, on a décidé, d'accompagner l'ensemble de ces entreprises avec une mission de facilitateur BIM que Jean-Baptiste pourra expliquer, où on a pris toute la donnée, on va dire, graphique et l'information des données qui nous intéressaient. Et donc, GRA BIM les a transcrits dans une maquette de l'ensemble des entreprises qui n'étaient pas en capacité de faire du BIM, mais on a réussi à les accompagner et surtout à avoir un projet, on va dire, qualitatif. Et ça, c'est primordial. Jean-Baptiste Coutenceau. Sur la question de la formation, effectivement, il n'y a pas eu de formation des entreprises à proprement parler, parce que déjà, je pense qu'elles ne se rendaient pas toutes compte de ce qu'il était, de ce que le BIM suggérait, et donc elles n'avaient pas forcément tout le temps à consacrer pour de la formation ou l'envie. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il fallait avancer avec elles parce que nous, en tant que facilitateur BIM, on ne pouvait pas porter la responsabilité de la conception ou de la mise en place de la donnée. Donc du coup, on les a toutes appelées une par une pour leur demander justement dans quelle mesure elles savaient ou pas faire du BIM. On les a toutes réunies ensemble pour expliquer quel était le process, à quoi ça servait, comment ça allait fonctionner, ce sur quoi on voulait tendre avec le justement fameux DOE numérique BIM. Et puis, alors au départ, on avait quelques entreprises qui étaient très motivées, d'autres beaucoup moins. Et donc, au fur et à mesure où le temps passe et où chacun est amené à vouloir construire le bâtiment parce qu'on construit pour de l'humain, d'abord, eh bien, il a fallu reconnecter avec les entreprises, les rappeler, les redemander les documents. Certaines, au fur et à mesure, se sont dit « Ah oui, effectivement, ça a un intérêt. » En fait, je vous ai envoyé mes documents en PDF ou en DWG, puis vous me faites remonter des informations manquantes parce que vous n'arrivez pas à remodéliser derrière à partir de nos documents parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Donc ça permettait d'identifier des problématiques pour le chantier. D'autres, au départ, ont compris que finalement, on pouvait faire du BIM juste en utilisant Excel, parce qu'on faisait des extractions de nomenclature à partir de la maquette architecte ou de nos maquettes à nous, avec les informations demandées dans le DOE BIM, et donc du coup elles n'avaient qu'à remplir le tableau. Alors pour les plus motivés, on va dire, elles ont réussi à le faire toutes seules, etc. D'autres, on les a un peu plus accompagnées par téléphone en leur disant vous devez rentrer ça dans cette case-là, etc. Mais au final, elles étaient finalement presque heureuses de se dire en fait ça m'a pris qu'1 heure, là où elles pensaient que ça allait leur prendre 1 jour. Et puis, une ou deux autres, quand même, pour être totalement transparent, ont un peu moins joué le jeu et ont un peu laissé tomber, effectivement, en cours de route. Et il a fallu que nous, en tant que GRA BIM, on assume un peu plus la mise en place de la donnée, ou notamment la mise en place du nommage des liens URL et des fichiers PDF annexes, où en fait, la notion du nommage des fichiers PDF, ils ne voyaient pas trop l'intérêt de les nommer de cette manière-là plutôt que d'une autre manière. Et donc, ils faisaient comme d'habitude, le DOE numérique, en PDF, qui va bien, dans un dossier de l'entreprise, et puis débrouille-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Donc là, il a fallu faire un peu plus de travail de notre côté.
Nicolas Valette. Ouais, effectivement, il y a pas eu de formation, mais il y a eu quand même beaucoup de pédagogie. J'en parlais tout à l'heure, mais il a fallu expliquer beaucoup de choses. Parfois même des choses qui me paraissaient évidentes, mais qui finalement ne l'étaient pas nécessairement. J'ai en mémoire la notion de la détection de collision. Alors ça, c'est un truc il y a eu du mal à le faire passer parce que entre les entreprises qui comprenaient pas ce que c'était et ceux qui pensaient que ça trouvait tous les problèmes de la maquette, j'ai eu beaucoup de mal à leur expliquer que dans une maquette, tous les problèmes ne sont pas des collisions. Si j'ai un luminaire qui est ici, au lieu d'être posé au plafond, il touche rien. Il n'est pas en collision et pourtant il est mal placé. Donc cette notion de détection de collision, c'est des choses qui ont été complexes parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la détection de collision, mais on ne parle pas des autres outils, ce qui permet d'évaluer la bonne hauteur, le bon positionnement. C'est vrai que cette détection de collision, c'est un truc qu'on met très en avant dans le BIM, mais tout n'est pas collision dans un bâtiment. Et à l'inverse, si j'ai un tuyau qui passe dans un isolant, c'est une collision et pourtant c'est normal puisqu'il passe dans ma cloison. Donc cette notion de détection de collision, c'était un peu brumeux pour les entreprises et ils pensaient vraiment que ce truc-là, ça résolvait absolument tous les problèmes. Et du coup, ils se défaussaient sur la détection de collision en disant, moi je vous ai donné ma maquette, débrouillez-vous, c'est vous qui faites la synthèse, donc la détection de collision est censée tout trouver. Et donc j'ai dû leur réexpliquer que d'abord ils étaient responsables de leur maquette, que la position des éléments, c'est comme leur plan, ils sont responsables de leur plan, ils sont responsables de leur maquette, et que sur la détection de collision, on ne pouvait pas tout voir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait aussi des réunions de synthèse pour regarder les éléments qui allaient au-delà de la simple collision. Mais ça, c'est pareil, il a fallu beaucoup de pédagogie, beaucoup de mails aussi à envoyer, parce que effectivement, les entreprises n'étaient pas sachantes dans ce domaine-là. Et il y a plein d'autres cas dont je pourrais vous parler, dans lesquels il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer certaines choses. C'est toujours la question de la place de l'outil, finalement, au GTLR, là où on place l'outil. Mais je voudrais quand même rajouter que si c'est à refaire, je le ferai avec plaisir, d'accompagner les entreprises qui me parlent, même actuellement, d'une maquette numérique avec une maquette balsa ou maquette carton. Vraiment, je le referai avec plaisir parce que c'est un vrai accompagnement et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont vu la plus-value du BIM, même si, même maintenant, ils ont toujours pas les outils, toujours pas les compétences, mais ils savent qu'ils peuvent répondre à des appels d'offres en BIM si on les accompagne. Merci. Est-ce que vous vouliez intervenir d'une manière ou d'une autre, Pierre Mitt, en conclusion, ou s'il y a d'autres interventions dans la salle, n'hésitez pas. Je voulais intervenir sur la formation, parce que j'ai eu une casquette de président de Bunismarck France et enseignant aussi. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà dans le métier, on est dans une transition. Il faut les accompagner. Alors, ces gens-là, ils ont la connaissance de leur métier, ils n'ont pas forcément la connaissance des outils. Et les outils, ils vont l'apprendre sur le tas. Et puis après, on a les nouvelles générations qui arrivent, qui parfois ont plus de facilité avec l'outil, parce qu'ils sont nés avec un truc digital, quasiment dans la salle d'accouchement. Et parfois, ils vont avoir plus de problèmes avec le vrai métier. Donc, ce que je dis aux enseignants, attention, il faut apprendre un métier. Et après, on apprend les outils qui vont permettre de faire ce métier d'une nouvelle façon. C'est-à-dire qu'à une époque, on a échangé des papyrus, autant des pyramides, et puis aujourd'hui, il ne viendrait pas l'idée d'échanger un papyrus, mais on va échanger une maquette. Donc il faut apprendre à ce bon fonctionnement. Et puis, au niveau de la formation, et ce que disait Gilles tout début, il faut laisser personne sur le bord de la route. C'est-à-dire que du CAP de charpentier à l'ingénieur qui calcule cette charpente, il faut que les outils soient adaptés en fonction de leurs besoins. Et toutes les formations peuvent avoir une estampille BIM. Nous, c'est ce qu'on fait au sein de Bunismarck. On a notamment, par exemple, je prends le CFA de Saint-Benoît, à côté de Poitiers, CAP de charpentier, qui est labellisé BIM, comme la labellisation de l'école des ponts ou aussi les gens du CSTB. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette vision que l'ensemble des acteurs qui vont participer au cycle de vie d'une construction se mettent en route et dans la tête cette technologie pour mieux avancer. Ouais, et donc c'est vraiment bien la place de l'outil, c'est-à-dire qu'en fait il faut pas perdre la vision du bâtiment pour l'architecte, la vision de son métier quand on est dans un décor d'État, et puis trouver cet équilibre entre cette vision, cet outil qui permet plein de choses, et puis conserver le vrai coup de main et pouvoir progresser comme ça. Jean-Baptiste Coutanceau, il faut donner du sens en fait, effectivement. Il faut donner du sens entre les différents rôles de chacun, parce qu'effectivement, comme le disait Pierre, tout le monde a un rôle à jouer, quel que soit son positionnement sur le cycle de vie du bâtiment, et il faut surtout identifier à chacun que son rôle est important et que les rôles des autres est aussi important, et en quoi ce qu'ils font eux est important pour les autres.
Et en identifiant ça, on va identifier effectivement le rôle majeur dans la construction et le rôle majeur dans la construction du numérique. Donc donner du sens à cette globalité-là. D'ailleurs, on parlait du logiciel. Faut dire les choses. Le logiciel pour les architectes et les BET, c'est souvent la porte d'entrée dans le BIM, parce que c'est là où on communique le plus. Si vous tapez BIM sur Internet, vous verrez assez rarement des cahiers des charges. Ça sera plutôt des jolis visuels de maquettes. Mais il faut surtout bien comprendre qu'il ne faut pas surtout s'arrêter à ça. Que le BIM, c'est pas un outil. C'est pas que un outil, c'est aussi des processus, c'est aussi des règles, c'est aussi des intervenants. Et donc tout ça, il faut le comprendre. Donc il faut savoir dépasser l'outil pour aller chercher au-delà. Sans quoi, effectivement, si on reste juste devant son Revit ou son Archicad, on ne peut pas faire du BIM cohérent. Et c'est moins passionnant. Voilà, c'est plus moins intéressant passionnant de collaborer avec les autres. Merci beaucoup Nicolas Valette, Juliette Léard, Jean-Baptiste Coutenceau pour vos témoignages. On peut vous applaudir. Merci à vous.